Amis joueurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est Thomas et vous êtes sur Il était un jeu. Il y a une petite thématique à la mode en ce mois de juin 2023, notamment avec une personnalité mise un peu à l'honneur. Je veux parler de Darwin. Il y a le petit jeu familial qui vient de sortir chez Sorry We Are French, un jeu familial de pose de tuiles et de collection que j'apprécie particulièrement. Il y en a un autre que j'apprécie encore plus parce qu'il est plus costaud aussi, il est savoureux dans ses mécaniques mais aussi dans sa thématique, on va voir ça aujourd'hui, c'est Darwin's Journey. Eh bien, bienvenue les amis dans Darwin's Journey, les règles détaillées de ce magnifique jeu de Simone Luciani et de Nestor Mangone et illustré par Paolo Voto. C'est un jeu qui est édité chez Thundergriff Games, qui est localisé grâce à BlackRock Games ici chez nous en France. C'est quand même à partir de 14 ans, de 1 à 4 joueurs, il y a un mode solo dont je ne parlerai pas dans cette vidéo. Darwin's Journey, c'est un pur jeu de placement d'ouvriers où on va évoluer sur les traces de Charles Darwin lors de son expédition aux îles Galapagos qui sont situées juste en bas du plateau ici. C'est là où il développa notamment sa célèbre théorie de l'évolution. Le système de jeu, il est quand même plutôt sympa. Chaque ouvrier qu'on va pouvoir utiliser va devoir étudier des disciplines nécessaires à l'accomplissement des différentes actions du jeu, que ce soit d'explorer les îles, de naviguer ici juste en bas, ou voire même, peut-être d'amener les connaissances sur d'autres continents avec des correspondances. Les joueurs vont être amenés à collecter des spécimens terrestres, mais aussi maritimes, qu'on va pouvoir développer juste ici au niveau du musée pour déployer un petit peu les connaissances au monde entier. Une partie ici va durer 5 manches, 5 tours de jeu. Lors de chacun de ces tours, les joueurs vont accomplir différents objectifs qui seront des objectifs qui vont amener des points de victoire à court terme, mais aussi et notamment au niveau du musée à très long terme. Et à la fin de la partie, le joueur qui aura le plus de points de victoire sera évidemment déclaré vainqueur. Mais avant d'aller un petit peu plus loin dans l'explication détaillée des règles du jeu, je vous propose donc une mise en place ici qui est pour 4 joueurs, comme c'est spécifié dans cet angle en bas à droite. Si on mettait le plateau sur sa face verso, ce serait une configuration pour 1 à 3 joueurs avec des interactions. La configuration générale du plateau est la même, mais une certaine différence dans les placements et les objectifs qu'on pourrait avoir, et notamment cette partie rouge qui va séparer les différentes sections du journal. Ce que je vous propose, c'est qu'on va voir les différentes sections du plateau pour que vous puissiez mieux vous y repérer pendant cette explication. Juste en haut, ici, j'ai placé un petit cube de couleurs. Là, volontairement, j'ai mis qu'un cube de couleurs. Bien sûr, pour 4 joueurs, il aurait fallu que je place les 4 couleurs que propose le jeu, mais pour plus de lisibilité, j'en ai mis qu'un seul. Donc ici, on a une piste de score avec un autre jeton jaune juste là, qui me permettrait de marquer les 50, 100, 150 et 200 points si j'arriverai au fur et à mesure de la partie, et notamment à la fin, parce que ça score un max, vous allez voir. Ici, c'est une section, la principale section du placement d'ouvriers, avec les différentes sections de 3 journaux. Les journaux principaux qui sont ici, qui seront toujours les mêmes, et un journal ici avec des spécificités et des tuiles que j'ai placées de manière aléatoire pendant la mise en place justement, et que vous allez placer comme ceci avec 2 lunettes neutres sur les premières tuiles de chaque colonne. Ça va avoir toute son importance. Ici, il y a une section bien particulière. Ici, c'est une petite zone de défausse, notamment pour différentes enveloppes qu'on pourra mettre dans cette zone-là dite de correspondance. C'est ici qu'on pourra envoyer les connaissances un petit peu sur le continent, voire un petit peu accumuler aussi des petits bonus de fin de manche. Ça risque de ne pas être négligeable. Juste ici, vous voyez différents petits jetons de couleurs. C'est ce qui va nous permettre de spécifier nos ouvriers, parce que c'est un jeu où les ouvriers vont pouvoir se placer selon ce qu'on va leur donner comme spécificité. Donc ça s'appelle l'académie. On va voir les petits emblèmes, les jetons de cire. On va voir ça pendant la partie. Juste ici, ça va être la configuration où on pourra se poser pour déterminer l'ordre de jeu. Ici, des objectifs argentés mais aussi dorés qu'on pourra récupérer en se plaçant sur les loupes. Je ne vous l'ai pas précisé, mais les placements se feront sur les loupes rondes, sur des loupes carrées ou sur les lunettes spécifiques, mais on verra ça pendant l'explication du jeu également. On va mettre ça de côté, on en parlera tout à l'heure. Ici, des petits jetons Joker qui nous permettront de définir des couleurs, toutes les couleurs sur nos propres personnages.
La zone centrale, juste ici, c'est le cœur un petit peu du jeu, c'est le musée, voilà, ça s'appelle comme ceci, et c'est là qu'on va pouvoir livrer les spécimens qu'on aura peut-être découverts au fur et à mesure de nos pérégrinations, que ce soit sur les îles, mais aussi sur la voie maritime avec la navigation ici. Il y a des placements qui pourront être permis aux différents endroits, on va y revenir. Ici, une piste sur laquelle j'ai mis, hop, d'ailleurs il devrait être ici. C'est la piste de théorie de l'évolution, c'est là qu'on va scorer un max en fin de partie. Si on se déplace un petit peu plus bas, vous l'aurez, je pense que ça attire quand même l'œil, hein, tellement c'est joli. On retrouve deux zones, la zone des îles de Galapagos, hein, là où on pourra justement placer un explorateur au début qui va pouvoir explorer la première île, et peut-être la deuxième et la troisième au fur et à mesure du jeu. Car j'ai placé aussi mon bateau personnel juste à la gauche du Beagle, le bateau de notre cher Darwin qu'on va placer ici sur la première case et qui va se déplacer au fur et à mesure des manches sur ces emplacements spécifiques. Et c'est ce qui va définir le compteur aussi de manches. Et à chaque manche, il y aura donc des objectifs de manches différents que là aussi j'ai positionné de manière aléatoire. J'ai placé aussi de manière aléatoire des jetons de découverte d'animaux, de spécimens, chacun représenté dans une catégorie, que ce soit les animaux, les fossiles, les oiseaux comme celui-ci, mais aussi les plantes, chacune dans une couleur définie, il y en a 4, et c'est représenté bien juste ici. Donc ça a été placé de manière aléatoire à chaque fois qu'il y avait un petit drapeau, et sur la face verso du plateau de 1 à 3 joueurs, c'est en fonction évidemment du nombre de joueurs, il y aura certaines cases qui seront libres. Juste ici, on a une aide de jeu qui sera commune pour tout le monde. Ça, c'est quand même un petit peu dommage. J'aurais aimé avoir une aide de jeu, mais on verra ça dans mon avis à la fin de cette vidéo. Avec toutes les tuiles, chaque tuile, je vous remontre celle-ci par exemple, possède un petit numéro juste en bas. Et bien pour savoir exactement l'action, on va pouvoir se référer là-dessus, que ce soit ces tuiles ici pour le journal et les sections de journaux spécifiques, que ce soit pour les correspondances ici, ou même les objectifs du Beagle. Tout ça, c'est marqué sur cette aide de jeu. Et au verso, on a toute l'icono avec toutes les actions, tous les bonus qu'on pourrait gagner pendant la partie. Donc au début, en tout cas pour votre première partie, ça sera un outil à ne pas négliger pour essayer de maximiser donc votre stratégie. Ici, j'ai mis un pool de jetons, il aurait fallu les mettre face verso, face cachée, pour pouvoir les disposer au fur et à mesure des manches sur notre académie ici, ces seaux de cire. Ici, ce sont des objectifs de début de partie, quelques jetons bonus qu'on pourra glaner, qu'on pourra peut-être avoir, et ça s'appelle les savoirs temporels. Ici, ce sont des petits jetons translucides, transparents de découverte qu'on pourra poser sur notre plateau personnel, et quelques pièces bronze qui valent 1, et des pièces dorées qui valent 5. Direction maintenant notre plateau personnel qui a quand même quelques informations à bien comprendre. Donc ici on a des emplacements pour des objectifs argentés, ici des emplacements pour des objectifs dorés. Une fois qu'on aura réalisé les objectifs, on va voir ça aussi, et bien on pourra les placer sur ces différents endroits et gagner le bonus qu'il aura inscrit. Ici, il y a donc les différents ouvriers sur lesquels eh bien, on va pouvoir profiter de leur spécificité au fur et à mesure de la partie, car vous le voyez, j'ai déjà placé pour cette mise en place eh bien, des seaux de cire de couleurs, et ces couleurs, elles ont été définies par un petit draft de cartes qu'on va faire en début de partie, 4 cartes pour être précis, et qu'on va donc drafter. Je passe les cartes à mon voisin, j'en choisis une, je passe le reste, etc., jusqu'à en avoir 3, et ça va me donner donc mes seaux de cire de départ que je vais pouvoir positionner sur chacun des emplacements. Vous aurez remarqué que l'ouvrier, pas celui-ci, mais juste celui-ci, lui, il a un jeton joker, c'est-à-dire qu'on pourra le placer un petit peu partout, mais on va voir ça dans un instant. On va voir qu'on va donc pouvoir personnaliser nos personnages, des fois s'acquittant d'un coût particulier pour pouvoir toujours plus le personnaliser. Ici, c'est la représentation du musée qu'on avait vu juste en haut et sur laquelle on pourra placer justement ces petits jetons de découverte dessus, laissant libre donc l'image, l'icône de notre découverte, mais aussi de voir un petit peu ce qu'on a découvert et ce qu'on pourrait donc présenter au musée. Juste à sa droite ici, on retrouve des jetons
tentes. Ces tentes-là, on va pouvoir les positionner dans des campements, notamment sur les explorations des îles de Galapagos, en commençant du haut vers le bas, débloquant au passage certains bonus et peut-être même des points de victoire en fin de partie. Ici, ce sont des timbres. C'est là qu'on va pouvoir amener ces timbres sur les correspondances comme on l'a vu et peut-être gagner en fonction des majorités, si on est premier ou deuxième, des bonus en fin de manche. Et là aussi, si on arrive à vider des compartiments, eh bien, on pourra bénéficier de bonus immédiats. On commence la partie avec 4 pièces dans notre besogne, un jeton joker à utiliser quand bon nous semblera, ainsi que des lentilles à notre propre couleur. Ici, je suis le joueur jaune, donc c'est jaune, ainsi que 2 autres explorateurs pour notamment les 2 autres îles qu'on n'a pas encore explorées. Je vous rappelle que le premier, on l'a déjà positionné sur la première île. Ici, je l'ai positionné un petit peu comme ça. Normalement, vous pouvez les mettre debout, hein, mais pour plus de lisibilité, je les ai mis comme ceci. Eh bien, c'est un 5e ouvrier qu'on pourra placer pendant la partie. Si, vous l'aurez compris, eh bien, j'arrive à mettre un objectif doré, m'acquitter d'un certain nombre de pièces, boum, je le débloquerai et je pourrai donc utiliser ce 5e ouvrier. Et avant de voir les différentes actions du jeu, eh bien, sachez qu'on va quand même récupérer des objectifs de début de partie en fonction de l'ordre de tour que vous aurez défini au hasard. Eh bien, un joueur va récupérer un couple d'objectifs de départ avec les 4 angles colorés, un argenté et un doré, et il va pouvoir les positionner sur le côté parce que pour l'instant on n'a pas résolu ces objectifs-là. Et voilà, le dernier va les récupérer en premier, l'avant-dernier va en récupérer, etc. pour favoriser le dernier dans l'ordre de tour et défavoriser d'une certaine façon aussi le premier joueur. Comme je vous le disais tout à l'heure dans l'introduction, Darwin's Journey se déroule en 5 manches, chacune divisée en 4 phases. La première, ça sera l'action. On va placer plutôt nos ouvriers chacun notre tour dans une zone, peut-être en s'acquittant d'un coup, on verra ça. Ensuite, on va définir l'ordre de tour pour la manche d'après, récupérer quelques récompenses de fin de manche et ensuite nettoyer un petit peu tout ça. On récupère l'ensemble de nos ouvriers, on déplace ce qu'il y a à déplacer et on rejoue une manche. À la fin de la 5e manche, on fera le total des points de victoire et celui qui en aura le plus sera déclaré vainqueur. Donc comme tout jeu de placement d'ouvriers qui se respecte, ça reste assez simple dans sa mécanique de base, c'est-à-dire que je vais prendre un de mes ouvriers et choisir dans quel emplacement je vais pouvoir le placer et ainsi bénéficier de l'intégralité des bonus, en tout cas si je peux me le permettre. Avant d'aller un petit peu plus loin, on va définir différentes sections du jeu comme on l'a vu dans l'introduction et la mise en place, mais on va devoir faire attention peut-être à cette petite ligne rouge qui va séparer les différentes pages des sections de journal. C'est-à-dire que ici, c'est une section de journal, ici, c'en serait une autre, etc. Là, ici, à 4 joueurs, chaque section de journal c'est une page, alors que de l'autre côté du plateau, eh bien, les pages, la même section, ça serait les deux. Il n'y a pas cette partie rouge, donc ça mettra beaucoup plus d'interaction. Il y aura encore plus de coûts à payer si on voudrait se placer à tel ou tel endroit. Car si je peux placer en premier lieu un ouvrier sur une zone où il n'y aura pas d'autres ouvriers mis préalablement, donc je vais pouvoir me déplacer très librement, disons par exemple, hop, ici, là je peux m'y placer, et bien si un autre joueur va vouloir se positionner sur un autre endroit, ce qui n'est pas encore disponible pour le moment, mais on verra ça juste après, il devra s'acquitter d'un coût qu'il payera à la réserve et qui sera dépendant du nombre de joueurs. Ainsi, à 2 joueurs, il faudra s'acquitter de 3 pièces, alors qu'à 3 ou 4 joueurs, comme ici, il faudra payer 2 pièces à la réserve. Et pour le placement, c'est assez simple, il faut bien comprendre les différentes illustrations de déplacement possibles. C'est-à-dire que les loupes qui sont plutôt rondes, c'est-à-dire que tout le monde pourra s'y mettre, on pourra mettre autant d'ouvriers que l'on souhaite, même nous, on pourra s'y mettre plusieurs fois, à la seule condition d'être le premier, on ne payera rien, mais si je suis le deuxième, même si c'est mon personnage qui était déjà dessus, je devrais payer le coût qu'on vient juste de décrire ensemble. Contrairement aux loupes qui sont plutôt carrées, comme ici ou ici, au niveau des objectifs, là, ici, tout le monde pourra s'y mettre et on ne payera pas de coûts supplémentaires si on est le deuxième, le troisième, etc. Le troisième type d'emplacement, ce sont les lunettes. Oh, là, il y a des lunettes neutres, mais comme on l'a vu aussi, il y aura des lunettes colorées à notre couleur. Et bien sûr, ces lunettes, ça sera un emplacement unique. Si on s'y place, personne ne pourra s'y mettre jusqu'à ce qu'on fasse le nettoyage pour la manche suivante.
Si le placement des ouvriers demande donc une certaine gymnastique pour savoir si on peut s'acquitter d'un coup ou pas, il y a une autre gymnastique à bien respecter, c'est les conditions et les prérequis des jetons des cachets de cire. C'est-à-dire que vous le voyez, les zones sont assez colorées et il y a un petit jeton de cire qui sera placé tout en haut à gauche de chacune des loupes. Ça veut dire que pour pouvoir placer un de mes ouvriers de mon plateau personnel, eh bien il faudra au préalable que cet ouvrier-là, il est le prérequis. Donc par exemple, si je voulais me placer sur la zone verte, eh bien je ne pourrais utiliser que celui-ci qui possède un jeton de cire vert ou peut-être celui-ci qui a un jeton de cire Joker. Et donc au fur et à mesure de la partie, eh bien, il y a différents emplacements qui vont demander des prérequis de plus en plus importants, bien sûr pour des actions de plus en plus puissantes aussi, et c'est là qu'on devra et qu'on pourra aussi personnaliser nos personnages, notre équipage, d'autant plus que notre équipage, avec le draft qu'on a fait, eh bien, eux aussi vont nécessiter des cachets, des cachets de cire, des prérequis pour pouvoir être activés à n'importe quel moment une fois qu'on aura réussi à combiner ce prérequis et on pourra gagner le bonus qui sont très puissants en général et qui interviennent un peu plus tard dans la partie. Vous avez vu que par exemple pour celle-ci, ça me demande donc 2 bleus, 2 jaunes et un vert. Ça me demandera quand même d'évoluer sur une certaine ligne donnée, sachant que quand j'aurai réussi, je vais pouvoir la positionner comme ceci à côté donc de la ligne que j'aurai réussi à compléter. Ainsi, eh bien, cet équipage-là fera partie de cette ligne. Et bon, c'est juste pour symboliser qu'on pourra plus l'utiliser pour un autre personnage. Et donc, parfois, vous l'aurez peut-être vu sur ces images, eh bien, ça va nous demander, au début, juste un cachet de cire, je fais une action mineure. Si j'arrive à dépenser, mais si j'arrive à avoir 2 voire 3 cachets de la même couleur pour l'action verte tout en haut, on va les décrire à l'instant, dans un instant, eh bien, ça me permettra de faire une action encore plus forte. Et sachez qu'en plus de ces actions, eh bien, on peut voir dans les encarts qui sont placés en haut à droite de chacune des sections de journal, eh bien, on voit des actions supplémentaires, bonus, qui seront cumulatives, qui sont entourées de lauriers argentés et dorés. Qu'est-ce que ça signifie? Imaginons par exemple que ici, j'avais énormément de seaux de cire de la couleur demandée. Eh bien, si j'étais arrivé jusqu'à cet emplacement ici, voire jusqu'à cet emplacement ici, eh bien, je pourrais bénéficier de 2 bonus supplémentaires. En fait, c'est des possibilités accrues de chacune des actions que le jeu va nous proposer. Et bien sûr, en plus de ça, à la fin de la partie, je gagnerai des points de victoire. On verra ça pendant le scoring à la fin. Donc, c'est pas à négliger. La personnalisation de notre équipage, c'est quand même un truc très important pour évoluer, une sacrée montée en puissance dans le jeu. Donc la première phase du jeu, dans le déroulement d'un tour de jeu, eh bien c'est la phase des actions comme on l'a vu. Donc pour savoir qui va jouer en premier, eh bien on regarde dans l'ordre de tour juste ici. Ici j'en ai mis qu'un, j'ai mis qu'un jeton pour plus de lisibilité comme je le disais. Donc c'est à moi de jouer. Donc je choisis un ouvrier, voir si le prérequis je peux le respecter et je vais le positionner sur une loupe en s'acquittant peut-être d'un coup comme on l'a vu si quelqu'un était déjà positionné. Donc quelles sont les différentes actions qu'on pourrait faire? Donc par exemple ici c'est l'action de loupe. Donc si je suis le premier, je ne paye pas. Donc je vais pouvoir positionner, hop là, mon petit ouvrier, mon petit jeton juste ici. Et je vais pouvoir réaliser une action de loupe. C'est-à-dire que je prends la loupe à ma couleur et je vais pouvoir le positionner sur une case libre en m'acquittant du coup. Disons par exemple que je vais me positionner ici. Ici, on voit qu'il y a un coût de 5. Donc si j'arrive à payer 5, dommage, je ne l'ai pas. Donc je vais pouvoir, si je pouvais le faire, je paye 5, je le positionne ici. Et ça me permet immédiatement de réaliser l'action qu'il y avait à côté. Peu importe le prérequis, ça sera pour après. Donc par exemple, ici, ça me dit que je peux prendre un explorateur et le positionner sur une île sur laquelle il n'y aurait pas déjà d'explorateur. Peut-être donc le positionner sur la dernière. Ça pourrait être assez intéressant. Donc je me positionne ici, je pose une loupe, je paye son coût et je peux réaliser l'intégralité de l'action qu'il y aurait marqué dessus. Le deuxième emplacement dont on va parler, c'est peut-être l'académie. Ici en rouge, donc je positionne mon meeple, hop, juste ici, et ça me permet de bénéficier donc d'un seau de cire de mon choix. Peut-être de la première rangée, ça ne me demandera pas de payer un coût supplémentaire. Par exemple, si je veux récupérer ce vert pour la suite, eh bien, je peux le récupérer et le positionner immédiatement sur mon plateau
personnel. En fonction de la position, eh bien je devrais peut-être m'acquitter d'un coût. Mais disons que par exemple, je veux personnaliser celui-ci. Et donc, voilà, là, il n'y a pas de coût particulier. Mais par la suite, eh bien, il faudra quand même que je paye un coût supplémentaire. Sachant qu'on ne va pas réapprovisionner immédiatement l'académie, ça sera que à la fin de la manche. Donc vous aurez compris que par exemple, pour celui qui voudra un jeton, un seau de cire vert, eh bien, il devra payer un coût supplémentaire pour ceci. Et avec les actions bonus, ça me permettrait d'avoir un taux réduit dans l'acquisition de ces seaux de cire, et avec les emplacements qui sont juste en bas, si on arrive à positionner donc une lunette et que je m'y place par-dessus, hein, eh bien je pourrais avoir plusieurs seaux avec un coût là aussi minoré. Sachant que je ne vous l'ai pas dit, mais si, imaginons, hop, je me positionne, ma lunette était ici, et qu'un personnage adverse veut se positionner ici, il peut très bien le faire. Hein. Comme je suis dessus déjà, il devra payer donc un coût de 2 pièces à la réserve, plus s'il se positionne chez moi, eh bien moi aussi je recevrai un jeton de la réserve car il s'est positionné sur une lunette à ma couleur. On va se mettre peut-être du côté des bleus, juste ici, c'est l'action de navigation. Et bien ici, si je me positionne, eh bien je pourrais naviguer. Pour l'instant, l'action principale me permet de naviguer de 2. Donc je prends mon bateau, très simplement, et je vais l'avancer de 2, sachant que bien, plusieurs bateaux pourront être sur la même case. Ça, il n'y a pas de souci. Ça me permettra donc de réaliser peut-être des actions sur lesquelles je me serais placé, peut-être aussi faire des découvertes si je me plaçais notamment sur ce petit jeton ici. Qu'est-ce que ça me permettrait de faire? Disons que je me mets ici. Eh bien, tout simplement, je vais prendre, comme on l'avait vu, ceci, et le positionner sur mon plateau joueur, sur l'animal, enfin sur ma découverte en tout cas, identique, donc juste ici, et ça me dit donc que j'ai déjà découvert cette espèce et je vais pouvoir la livrer peut-être au musée sur un tour ultérieur, en tout cas un placement d'ouvrier ultérieur. Donc ça c'est assez simple, et ce que les bonus de laurier argenté et doré me permettraient de faire, c'est d'avancer d'une case de plus, voire même de bénéficier d'une action dans l'intermédiaire de mon déplacement, c'est-à-dire que je vais pouvoir faire l'action, disons que je me déplace énormément, et bien je vais pouvoir faire l'action d'ici, mais aussi une action sur laquelle je serai passé éventuellement, sinon on pourra réaliser qu'une seule action. Du côté des verts, on l'avait vu ici, on va se positionner là aussi, c'est l'exploration cette fois-ci avec nos propres meeples. Donc je me positionne ici et je pourrai donc déplacer mes explorateurs d'autant de cases si je le souhaite ou une case inférieure pour bénéficier d'une action bien spécifique, sachant que ici, eh bien, on ne peut pas être plusieurs sur la même case, on va un petit peu jouer à saute-mouton. Donc disons que si j'avais un personnage ici qui était déjà placé et que moi je fais 2 aussi, eh bien je ferai 1 et non pas 2, et je me positionnerai ici. Et là, ben pareil, hein, ça se combote un petit peu. Je récupère donc le bonus qu'il y avait marqué dessus. Donc ça pourrait être ici des jetons bonus éphémères, mais ça pourrait être aussi et essentiellement donc des découvertes qu'on pourrait faire. Sachant que si on est le premier à franchir certaines bannières là aussi, eh bien on récupérera, on gagnera des points de victoire immédiatement. Seul le premier pourra le faire. Et plus on va naviguer dans ces explorations des terres, et plus aussi, eh bien, ça me permettra d'être le premier à arriver tout au bout de l'exploration et peut-être donc de gagner des points supplémentaires. Par exemple, ici, ça me dit tout le monde s'arrête ici, 4 points, mais si je suis le premier, j'en gagnerai 3. Il y a d'autres actions qui sont possibles, notamment celle-ci. Et bien là, vous l'avez vu, hein, vous avez vu l'image, et bien c'est de positionner une tente. Donc je prends, comme on l'avait vu tout à l'heure, eh bien la première tente de mon plateau, je la prends. Hein, toujours de haut en bas. Si je débloquais une tente avec un bonus, je pourrais le réaliser par la suite. Et je vais le positionner donc sur une case disponible, peut-être en m'acquittant d'un coût, mais sur cette case-là, ben, il n'y en a pas, donc je ne paye pas de coûts supplémentaires. Mais il y a d'autres tentes où il y aura des coûts éventuels. Et je pourrais réaliser l'action, par exemple ici, l'action de correspondance. Et bien justement, venons-en à cette action de correspondance. Donc vous voyez qu'on pourra essayer de comboter pour faire les actions. Peut-être, je peux aussi très bien réaliser cette action de correspondance en me plaçant juste ici. Ça serait plus simple, mais peut-être moins intéressant. Et bien, qu'est-ce que ça me demande de faire? Donc sur l'action simple, ça me demande de prendre 2 timbres dans les encarts, les dispositions de mon choix. Donc par exemple, je prends ces 2-là et je vais les positionner, mais cette fois-ci à un endroit unique des lieux de correspondance. Donc disons par exemple, je me place ici.
je pourrais pas les dispatcher. Et c'est là que ça sera intéressant peut-être d'avoir un ouvrier qui sera spécialisé un petit peu dans cette partie-là pour me permettre, notamment avec les jaunes, eh bien de bénéficier d'un emplacement dispatché au niveau de ces correspondances et donc peut-être de réaliser, de gagner les majorités à chacune des manches. Ça pourrait pas, c'est pas négligeable, ça je peux vous le garantir. Donc voilà, ça reste plutôt simple. On pourrait très bien se positionner juste ici, donc c'est une loupe carrée, tout le monde pourra s'y mettre sans coût supplémentaire. Et je pourrais réaliser une fois, voire deux fois, en m'acquittant d'un coût spécifique, donc ici de 3 pièces, pour livrer des spécimens que j'avais découverts. Rappelez-vous, on avait découvert le petit pingouin juste ici, donc je peux très bien le livrer, sachant qu'il n'a jamais été livré dans le musée. Donc je peux récupérer tout simplement la tuile adéquate, c'est celle-ci, et la placer sur son encart spécifique. Comme je suis le premier à l'avoir placé dans une ligne, je récupère une pièce qui était juste à ses côtés sur cette ligne. Et là, il y a un truc assez particulier, c'est que je vais gagner des pièces, mais aussi par la suite des points, des multiplicateurs dans la théorie de l'évolution, selon que j'ai réussi à les combiner avec soit la catégorie, donc oiseau, soit la même famille, donc peut-être bleu. Comment ça se passe? Tout simplement, au début, je vais récupérer des pièces dans la ligne et dans la colonne de l'endroit où je viens de positionner ma tuile. Donc ici, je vais gagner 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces. Et il n'y a pas d'autres spécimens dans cette ligne ni dans cette colonne. Donc je gagnerai pour l'instant pas de points dans la théorie de l'évolution. Mais disons que par exemple, cette tuile était déjà ici, que celle-ci, hop, on va voir peut-être avec ceci, non ça marche pas, ceci, voilà, disons que c'était comme ceci. Il y a déjà 2 espèces qui ont été découvertes, c'est très malin de le faire maintenant par exemple, hop, là j'aurais gagné 1, 2, 3, 4 pièces, mais j'aurais avancé de 2 cases aussi dans la piste de la théorie de l'évolution. C'est un gros multiplicateur, comme je vous le disais, qui sera à ne pas négliger si vous ne voulez pas vous faire distancer dans la course au point. Juste en dessous, hop, là, il y a une lunette, un seul personnage pourra s'y placer, et là, ça me permettra de faire 1 ou 2 recherches, en m'acquittant là aussi d'un coup, si je souhaite le faire une deuxième fois, 2-3 pièces, et ces recherches, ça me permettra donc, par exemple, si je n'avais pas découvert l'oiseau rouge ni le fossile bleu, eh bien, je pourrais positionner un jeton, hop là, sur mon plateau personnel pour avoir fait cette découverte. À quoi ça va me servir? Pas grand chose au début, en tout cas peut-être pour vos premières parties, mais ça sera intéressant pour valider nos objectifs. Par exemple, celui-ci me demande d'avoir au moins une fleur et d'avoir au moins 8 pièces avec moi. Je ne vais pas les défausser, il suffit que je les ai à ce moment-là, et donc je vais pouvoir à tout moment pendant mon tour, eh bien, mettre cet objectif argenté à un endroit, face retournée, face cachée, à un endroit du plateau, hop, par exemple ici, et ça me permettra de bénéficier de l'action qu'il y avait marquée dessus. Ça sera la même chose pour le côté doré, avec peut-être des pièces à payer pour pouvoir faire cette action-là, notamment pour débloquer le 5e meeple. Et sachez que, comme on l'avait vu, les objectifs, on pourra les mettre sur un encart, mais seulement 2. C'est-à-dire que si mes encarts étaient déjà pris par des objectifs, eh bien, les prochains objectifs, je serais obligé de les positionner directement à un endroit défini, je ne pourrais pas le moduler après par la suite, donc ça mettra peut-être un peu moins de flexibilité dans la réalisation de vos objectifs. Ici, je ne pourrais pas me dire, mince, je voulais le mettre ici pour le réaliser, donc trop tard. Si je l'ai positionné ici, je ne pourrais pas faire autrement. Je pourrais tout aussi bien me positionner ici en premier ou plus tard pour changer un petit peu l'ordre du tour de jeu, sachant que je gagnerai là aussi des petites pièces pour compenser un petit peu ce placement qui sera un peu moins fructueux au niveau des actions, mais je pourrais donc me positionner en premier sur la manche suivante, et comme vous l'avez vu, on va payer quand même certaines pièces à la réserve à chaque fois qu'on se placerait à un endroit où il y avait déjà quelqu'un, donc être prioritaire, c'est pas négligeable non plus dans ce jeu. Si je veux récupérer des objectifs, je me positionne ici, je récupère une tuile. Si je la réalise immédiatement, je la pose, sinon je la mets de côté ou pas. Et bien voilà, on a vu quasiment l'intégralité des actions qu'on pouvait faire. Donc bien sûr, c'est une astuce aussi. Se positionner en haut, c'est plutôt une action par défaut. Alors que si j'arrive peut-être à me déplacer ici, ici, de naviguer, je vais pouvoir faire les mêmes actions, mais en faisant et en cobotant un peu plus, sachant que plus on va avancer, et évidemment, plus on marquera 2 points. La seconde phase du jeu, ça va être de modifier l'ordre de tour. Donc en fonction des placements qu'on aura fait juste ici, eh bien, on va modifier l'ordre de tour pour la prochaine fois. Et ensuite,
Ensuite, pardon, intervient la phase de récompense. Donc ici, ça va être des points de victoire qu'on va gagner donc en fin de manche. La première chose à faire, c'est qu'on va vérifier dans la zone de correspondance eh bien, si on est majoritaire, si on est premier ou deuxième, sachant que les égalités marqueront à la même hauteur les bonus qui seraient marqués. Donc ici, par exemple, je suis tout seul, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je gagne donc 4 pièces immédiatement. Celui qui était le deuxième majoritaire gagnerait lui 2 pièces. Et ça serait la même chose pour de la navigation ou pour des déplacements d'expédition juste au-dessus. Je réalise cette action-là, mais pour pas avoir un effet un peu trop fort pendant le jeu, eh bien quand même je vais me défausser de la moitié des timbres que j'avais positionnés dessus, et ainsi ça va amenuire mes probabilités d'être majoritaire par la suite. Sachant que eh bien, ces timbres-là, si je devais réaliser une autre correspondance pendant les autres tours de jeu, mais que mes encarts, mes emplacements ici étaient vides, eh bien je les récupérerai immédiatement dans cette défausse-là pour pouvoir m'en servir, mais sans donc bénéficier des petits bonus qui étaient sur mon plateau personnel. La deuxième chose à faire, c'est de vérifier la tuile objectif Beagle. Donc ici, la première tuile objectif Beagle, c'était celle-ci qui me dit donc pour chaque saut jaune que j'avais sur mon plateau personnel, eh bien je gagnerai 4 points de victoire. Moi, j'en ai pas. Donc je gagne absolument rien, mais par contre je vais en perdre des points parce que si mon bateau hop là, était derrière le Beagle, ce qui est le cas par exemple dans cette configuration là, eh bien je devrais perdre des points de victoire que je vais soustraire aux objectifs de manche. Donc ici, si j'avais gagné 4 points, imaginons, si j'avais un saut jaune, je gagne 4 points, mais comme je suis derrière, je n'en gagnerai que 3. Chacun va voir un petit peu où il se situe par rapport au Beagle, donc peut-être soustraire, et ça va être cumulatif au fur et à mesure. Disons que le Beagle est ici, eh bien, moi si je suis là, donc on sera à la troisième manche, eh bien je perdrai 3, 2 et 1 point, donc 6 points. Par exemple, si j'avais marqué des points avec le saut vert, eh bien je les perdrais. Ça serait dommage, mais chaque manche sera uniquement réalisable, ces objectifs de manche seront uniquement réalisables pendant cette manche-là, et après, pendant la phase de nettoyage, on va avancer le bateau. Sachant que je ne vous l'ai pas dit, eh bien, si notre bateau arrive à franchir ces petites bannières, il y a un petit logo avec un explorateur, eh bien, je prends l'explorateur qui me resterait et je le positionne sur la première case donc d'une île, de l'île correspondante sur laquelle je n'avais peut-être pas d'explorateur. Maintenant que ça c'est fait, on passe directement à la quatrième phase, la phase de nettoyage. Et lorsque ça sera le cinquième tour, eh bien ça sera la cinquième manche, ça sera la fin du jeu. Donc premièrement, on va déplacer le Beagle hop, sur la manche suivante, donc avec l'objectif maintenant qui sera défini ici. Les joueurs vont tous reprendre leurs ouvriers qu'ils auront placés, les explorateurs on les laisse où ils sont. On va défausser la première ligne de saut de cire et on va monter tout le reste, hop, comme ceci, en remettant au hasard, donc hop, c'est pas bon d'ailleurs, en remettant au hasard des sauts de cire peut-être à récupérer pour la manche à venir. On vient défausser les objectifs qui seraient encore présents. Encore une fois, on ne les remet pas pendant le jeu, hein. Ça sera juste refourni donc en début de manche, hop, comme ceci, j'en remets des nouveaux, hop, des argentés et des dorés là aussi. Et là, on est prêt donc pour la manche suivante, la deuxième manche, etc. au fur et à mesure du jeu jusqu'à la cinquième manche où on va faire le décompte des points. Et là, on va regarder les points de victoire que chaque joueur aura accomplis. C'est-à-dire qu'on va gagner, si on a accompli par exemple des objectifs ici, là, hop, là où à chaque fois qu'il y a marqué une flèche sur notre plateau personnel, si j'avais positionné un objectif que j'aurais réussi à accomplir, je vais gagner les points, mais par exemple ici, ça me donnera des points bonus en plus. Et à chaque fois, sur quasiment sur l'intégralité même des objectifs qu'on aurait réussi à faire, on gagnera des points. Si j'ai réussi à positionner ma cinquième tente, là aussi, je gagnerai des points. Pour chaque ouvrier que j'aurais spécialisé jusqu'à la hauteur ici ou ici, eh bien je gagnerai 3 points à chaque fois et 7 points. Donc si je suis arrivé à fond, je gagnerai pour cet ouvrier-là 10 points à chaque fois, donc au maximum 30 points pour nos ouvriers, nos spécialisations d'ouvriers. Et ensuite, c'est là le cœur quand même du jeu, il faut bien le comprendre, c'est le musée. C'est-à-dire que je vais faire une configuration un petit peu particulière. Attention, voilà, là j'ai positionné certaines tuiles que peut-être les joueurs auront donc livré des spécimens au niveau du musée. Et donc on va regarder le nombre de lignes complètes qui auront été faites. Donc par exemple, j'en ai une ici et j'en ai une ici.
sachant que, on ne l'a pas vu, mais le joueur qui aura réussi à compléter une ligne, il va pouvoir faire avancer immédiatement aussi son cube dans la piste de la théorie de l'évolution. Et là, on va faire un petit scoring particulier. C'est marqué juste ici. Donc, on va regarder le nombre de lignes comme on l'a vu. Ici, j'en ai 2. Je vais ajouter 2. Pas forcément le double, hein, mais on ajoute 2 au nombre de lignes. Donc ici, 4. Et qu'on va multiplier par notre multiplicateur sur lequel serait positionné notre cube. Donc ici, ça serait 3. Je gagnerais tout simplement 12 points. Mais généralement, quand même, hein, je vous le dis, les cubes arrivent là. Et donc, les scores sont quand même assez importants dessus. Donc, tous les joueurs, finalement, peu importe le nombre de découvertes qu'ils auraient fait sur leur propre plateau, eh bien, tous les joueurs vont marquer des points définis par le nombre d'espèces livrées au musée. On va ajouter quelques points de victoire supplémentaires, c'est-à-dire que pour chaque lot de 5 pièces qu'on aura encore en notre possession, ça sera un point de victoire, c'est quand même plutôt négligeable. Et les jetons, ces emblèmes-là violets, ces savoirs temporaires rapporteront chacun un point de victoire. On fait le total. Celui qui aura le plus de points de victoire sera le grand vainqueur. Et en cas d'égalité, c'est le joueur dont le pion sera le plus avancé ici sur la piste de la théorie de l'évolution qui sera déclaré vainqueur. Et si l'égalité subsiste, eh bien c'est celui qui possède encore le plus de pièces qui va l'emporter. Sinon, eh bien, serrez-vous la main. Vous êtes à égalité. Vous êtes prêts pour une nouvelle partie. Ben voilà les amis, j'espère que cette vidéo, l'explication vous aura plu. On va voir maintenant mon avis détaillé sur ce fabuleux jeu. Maintenant qu'on a vu ensemble les règles plus ou moins détaillées de ce fabuleux jeu, qu'est-ce que j'en pense? Déjà au niveau des mécaniques, eh bien on l'a vu, ça reste toute somme classique, on est sur un jeu de pose d'ouvrier, j'en prends un, je le pose, je réalise son action, je vois ce que ça peut me faire, mais là où ça devient intéressant, c'est que je vais quand même essayer d'amener l'action que je souhaite faire par un autre biais pour ainsi peut-être multiplier les choses, donc de combiner aussi les actions. Le côté personnalisation aussi de ces personnages, ça c'est quand même assez original, hein. On va essayer d'amener une spécificité dans nos personnages. Lui, il ira plutôt sur ce genre d'action, lui, il ira plutôt naviguer, lui, il ira peut-être plus sur les correspondances, etc. Il va aussi falloir penser à mettre un équipage particulier si vous voulez pouvoir bénéficier de leurs grosses actions spécifiques. Il ne faut pas les négliger, peut-être les sélectionner parce qu'on n'arrivera pas forcément à tout faire comme d'habitude hein, dans ce genre de jeu, mais aussi en fonction des tuiles spéciales sur les sections de journal spéciales, eh bien les tuiles qu'on aura mis de manière aléatoire qui demanderont donc de combiner certains cachets de cire. Donc il y a quand même une certaine originalité dans les placements de nos ouvriers. Et c'est là aussi qu'au niveau du gameplay, c'est quand même assez plaisant à jouer, car certes, on va faire du placement d'ouvriers, comme on l'a vu, c'est assez classique, mais il y a aussi cette exploration, il ne faut pas se le cacher, qui est quand même assez savoureuse aussi à jouer, que ce soit de manière terrestre, d'aller découvrir des choses, d'aller poser notre tente, d'aller multiplier les petits bonus qu'on pourrait glaner par-ci par-là, et encore plus, si notre ouvrier qu'on avait placé, eh bien lui, il était encore plus spécialisé, mais aussi la navigation qui va nous faire gagner des points de victoire. Il y a de la course, il y a de la majorité, il y a des petits points glanés un petit peu partout, il y a du placement d'ouvriers. Bref, on touche un petit peu à tout et ça marche particulièrement bien. Il y a énormément de matériel, à chaque fois magnifiquement illustré. Et justement, on va venir aux illustrations que je trouve vraiment magnifiques. C'est assez touffu, hein, faut vraiment s'y repérer. De prime abord, ça reste assez impressionnant, hein, on est assez subjugué un petit peu par tout ça. Il faut prendre ses repères, ne pas se perdre dans toute l'icono et toutes les informations qu'il y aurait sur le plateau principal, personnel, etc. Mais une fois qu'on l'a bien amadoué, peut-être grâce à cette vidéo aussi, quand on a bien compris les différentes sections, compris comment on pourrait gagner des points de victoire, eh bien ça passe très très bien, ça il n'y a pas erreur. Ça reste très mature, ça reste dans un côté un petit peu parchemin, assez jaunâtre un petit peu dans tout. C'est quelque chose qui est vraiment très très beau et c'est un bel objet, surtout que pour le prix, eh bien je trouve qu'on en a quand même pour son argent au vu de la qualité graphique, mais aussi de la qualité et la quantité de matériel. La thématique, est-ce qu'elle est respectée dans ce jeu? Oui, c'est un grand oui. À peu près tout est respecté, que ce soit déjà d'essayer de se rapprocher le plus possible de Darwin, de ne pas le laisser s'échapper dans cette course-là, d'être plus près de lui, prendre les connaissances, les amener, d'aller faire les découvertes, de les amener au musée. On gagnera plus de points si on arrive à trouver une alchimie
une logique un petit peu dans les connaissances qu'on a, que ce soit dans leurs caractéristiques propres, les oiseaux, les fossiles, les fleurs, etc., mais aussi dans la famille de couleurs. Et bien si on arrive à faire ça, on marquera encore plus de points que si on faisait une découverte un petit peu comme ça, hasardeuse. Donc niveau thématique, ça marche très très bien. Le côté exploration, c'est juste trop bien, ça permet de diversifier le jeu comme on l'a vu. Il y a peut-être le petit bémol au niveau des correspondances. J'ai essayé de m'imaginer un petit peu ça en disant, j'ai fait une découverte, je veux le faire découvrir un petit peu en Europe et d'amener ça donc par courrier à l'époque, d'amener ça par courrier avec les petits timbres, etc. C'est comme ça que je me suis raconté l'histoire, c'est pas forcément marqué dans les règles du jeu. J'espère que peut-être vous l'aurez compris aussi comme ça. Donc c'est pour ça qu'au niveau thématique, même sur ce point-là, je trouve que c'est très accrocheur. Au niveau gameplay, on en a déjà un petit peu parlé. Je voulais surtout vous parler, est-ce que ça marche aussi bien à 2, 3 qu'à 4 et vice-versa? Oui, à 4, c'est trop bien. À 2, c'est très très bien aussi, sachant que c'est vraiment 30 minutes par joueur. Même pour une première partie, à 2, on a vraiment mis 1 heure de jeu, en comptant un petit peu quand même les explications que j'avais déjà un petit peu digérées. Mais ça passe très très bien, ça va assez vite. Il y a quand même certains moments d'analysis-paralysis où comme je vous le disais, on va essayer non pas de se positionner pour faire l'action qu'on voulait, mais d'essayer de trouver un chemin détourné pour la réaliser et si on peut gagner quelques petits bonus en passant, nous faisant augmenter dans les différents supports du jeu. Donc, mais sinon, ça tourne vraiment très 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 bien. Et même si vous ne jouez que dans cette configuration-là, je ne peux que vous le conseiller. Et bien voilà les amis, j'étais ravi de vous proposer cette vidéo dans un format un petit peu spécial, vue du dessus, vue plateau. Je pense que c'était la meilleure ergonomie possible pour vous présenter ce fabuleux jeu qui est un véritable coup de cœur. Et bien si vous aussi ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, les pouces, les likes, les commentaires, tout ça, on n'hésite pas à partager cette vidéo aussi si ça vous a plu. Et d'aller vous abonner, n'oubliez pas d'activer aussi la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos que je vous proposerai sur la chaîne. Et je vous laisse avec le catalogue de vidéos juste ici qui s'affiche à mes côtés pour aller voir un petit peu ce que je vous ai proposé ces dernières semaines. Et moi je vous dis à très très vite sur Il était un jeu. Ciao les amis!